Bonjour Monsieur Meignier et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à répondre aux questions des lecteurs et à nos questions en cette crise du Covid-19 et 4 jours après l'entrée en vigueur des premières mesures de confinement. Désolé aussi pour nos lecteurs pour le respect entre guillemets de ce quart d'heure charentais. On a eu un petit problème de réseau qui explique donc ce retard. Avant d'entrer dans le dur des questions sur la crise, Monsieur Meignier, c'est avec votre casquette d'urgentiste que je souhaiterais vous interroger, car beaucoup de Charentais se posent la question. Quels sont les symptômes du Covid-19 ? À quel moment doit-on commencer éventuellement à s'inquiéter ? Et qui doit-on contacter, s'il vous plaît ? Alors d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Vous êtes ma seule sortie de la journée en cette période de confinement et je crois que c'est important justement de pouvoir répondre à vos questions et de se prêter à ce jeu de questions-réponses. Alors sur les symptômes en fait, là c'est effectivement plus le médecin qui va répondre. Les symptômes sont ceux qui peuvent ressembler à une virose, à un genre de grippe. On va avoir en premier lieu de la fièvre, potentiellement beaucoup de fièvre, et de la toux, des difficultés pour respirer, le nez qui coule, tout ce qui ressemble à un genre de grippe, une grippe un peu étrange. Alors il peut y avoir d'autres symptômes le cas échéant, mais globalement les symptômes principaux sont ceux-là. Courbature, maux de tête également ? Courbature, maux de tête. Est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce que c'est forcément obligatoirement d'abord la fièvre, la toux ensuite ? Non, il n'y a pas d'ordre particulier, chacun peut répondre différemment et exprimer de façon différente et de façon d'intensité différente les symptômes. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais comme dans toutes les pathologies, dans toutes les maladies qu'on a l'habitude de connaître d'habitude. D'accord. Je commence à avoir de la toux ou de la fièvre. Je suis un homme ou une femme entre 25 et 55 ans. Je n'ai pas forcément de pathologie habituelle ou d'affection longue durée. Que dois-je faire ? Alors, si vous commencez à présenter ces symptômes-là, que vous n'avez pas ce qu'on appelle de signes de gravité, c'est-à-dire que vous n'avez pas de difficulté pour respirer, que vous n'avez pas une température trop importante et que vous supportez bien ces premiers symptômes, d'abord il faut appeler votre médecin traitant. On lui téléphone. Vous lui téléphonez, vous n'allez surtout pas où que ce soit, ni chez votre médecin traitant, ni aux urgences, ni à l'hôpital, ni quoi que ce soit, avant d'appeler. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, vous appelez. Dans le cas de symptômes qui apparaissent que vous supportez bien, que vous tolérez bien, vous appelez votre médecin traitant qui va organiser la prise en charge, soit en vous faisant venir à son cabinet, soit par une téléconsultation avec les FaceTime, Skype, etc. Et qui va organiser votre prise en charge. En l'occurrence, il vous verra. Si effectivement il n'y a pas de signe de gravité, il va vous demander de rester isolé chez vous pendant 14 jours avec des traitements sur les symptômes, donc en grande partie du paracétamol, du Doliprane, du Dafalgan, du repos, comme dans une grippe. Et il faudra rappeler si ça s'aggrave. L'aggravation, c'est l'état respiratoire. Essentiellement l'état respiratoire. Ouais. En revanche, si vous avez de grandes difficultés pour respirer, si vous commencez à vous sentir très faible, si vous faites un malaise, s'il y a une fièvre qui ne descend pas avec le paracétamol, à ce moment-là, il faut faire le 15. Si j'ai ces mêmes symptômes de départ, mais que je suis diabétique, asthmatique ou que j'ai une pathologie lourde et régulière, j'appelle directement le 15 ou c'est aussi mon médecin traitant que j'appelle en premier rideau ? Alors, selon comme vous ressentez les symptômes, vous pouvez appeler votre médecin traitant, mais en cas de facteurs de risque, donc des pathologies chroniques, donc du diabète, de l'insuffisance respiratoire, des patients qui ont des problèmes de reins et qui sont dialysés, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à appeler le 15 et on vous verra à l'hôpital le cas échéant. Vous avez parlé d'un éventuel confinement si on présente les symptômes. Je vis en famille, on me confine 14 jours. Je reste chez moi avec ma famille ou ma famille m'isole dans une pièce à part, m'apporte ma nourriture, m'apporte des affaires. Vous restez chez vous avec votre famille, mais vous limitez au maximum les contacts avec vos proches. D'accord. Ce matin à 9h, l'hôpital de Girac a déclenché le plan blanc. Concrètement, c'est quoi ? Alors, le plan blanc, il avait été déclenché au plan national le week-end dernier par le ministre de la Santé. Concrètement, après, il appartient à chaque hôpital de le déclencher sur le terrain. Nous, jusque-là, on avait été plutôt épargnés par rapport à d'autres territoires par le coronavirus. Là, concrètement, ça veut dire que l'hôpital augmente ses capacités d'accueil, peut rappeler du personnel qui était en congé, qui était en repos pour réarmer l'hôpital, peut annuler encore davantage d'opérations ou de soins programmés, libérer des lits, rouvrir des lits pour augmenter très largement les capacités de soins à l'hôpital public. Concrètement, il avait été déclenché au plan national le week-end dernier par Olivier Véran, le 6 mars. Il a été déclenché localement ce matin. Est-ce le signe
d'un emballement de la situation ces dernières 24 ou 36 heures dans le département? Effectivement, on avait été jusque-là assez épargné du fait d'une très très bonne gestion entre l'Agence régionale de santé, l'hôpital d'Angoulême et l'équipe d'infectiologie de l'hôpital d'Angoulême, où dès qu'on avait un cas diagnostiqué, tout de suite il y avait une enquête des cas proches pour les dépister, les diagnostiquer et les confiner. C'est ce qui a permis de ralentir le plus fort possible, et ça a été le cas en Charente, la propagation de l'épidémie. Il s'avère que là maintenant on passe dans un stade supérieur où effectivement la situation s'aggrave et on va avoir davantage de patients contaminés par le coronavirus en Charente. Dans cette montée en puissance et le réarmement de l'hôpital, je crois d'ailleurs savoir que vous-même, dès lundi, renfilez votre blouse blanche et être appelé aux urgences de Girac pour épauler vos anciens confrères. Avant d'être élu, je suis urgentiste et donc dès la fin de semaine dernière, je m'étais signalé à mon chef de service et au directeur de l'hôpital d'Angoulême. Et donc on a organisé les différentes formalités et puis la montée en puissance du dispositif. Et donc à partir de lundi, et là toute la semaine prochaine, je suis à temps plein à l'hôpital. Vous avez parlé de l'excellente gestion de la crise en Charente jusque-là, qui a permis de limiter la propagation. On a beaucoup de lecteurs qui nous disent 4 cas, alors ça c'était hier, on est à 5 aujourd'hui et visiblement beaucoup plus ce soir en Charente. Moi, je connais une famille qui est confinée chez elle, une autre personne qui est confinée chez elle, le médecin traitant leur a dit que c'était le Covid-19. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait la différence entre ce chiffre officiel et celui des tests et le ressenti des gens et le nombre de personnes en fait qui sont confinées à leur domicile? D'abord, dès qu'on avait une suspicion dans les stades 1 et 2, on testait les personnes. S'ils étaient positifs, on testait l'entourage proche. On faisait en fait une enquête des cas proches pour être certain qu'on ne passait pas à côté de malades. Dans ce cas-là, il y avait des tests positifs. Les tests positifs étaient confinés et suivis de très près. Certains étaient même à l'hôpital, même sans signe de gravité, mais pour être isolés complètement. Parfois, il a pu être pris des mesures de confinement à titre préventif. On n'était pas encore sûr, on n'avait pas encore les résultats de tests, donc on préférait confiner les gens pour circonscrire au maximum la propagation du virus. On a fait dans les premières phases des tests systématiques dès qu'on pensait qu'il y avait contamination possible. On arrive dans une autre phase où l'épidémie est plus large et à ce moment-là on ne va tester que dans 4 situations. D'abord les patients les plus fragiles qui ont des facteurs de risque, ensuite les professionnels soignants, ensuite les gens qui sont hospitalisés et enfin les gens qui sont dans des maisons de retraite, dans des EHPAD. S'il y a plusieurs cas assez suspects, en fait on va prendre 2 personnes pour les tester pour voir si effectivement il y a un foyer dans cet établissement. Donc désormais, les nouveaux cas ne concernent que ces catégories de population. Absolument. Et le chiffre réel est en fait au-dessus. Absolument. Là, on va tester que ces cas précis que je viens de présenter. Pour les autres, on va faire comme on fait d'habitude pour la grippe, par exemple, c'est-à-dire que y a des symptômes, la fièvre, la toux, des courbatures, etc. C'est bien supporté. On ne va pas faire de tests parce qu'en réalité, on dépasserait nos capacités de test et on empêcherait de faire les tests pour ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Et donc, on portera le diagnostic sans avoir fait le test. Pour vous, le confinement, à l'heure actuelle, c'est la seule mesure qui permet d'endiguer l'épidémie? C'est la seule et excellente mesure. Et s'il y a un message à retenir, c'est celui-là, restez chez vous. Le virus, ça peut paraître bête, et je vais rentrer dans une porte ouverte. Le virus ne circule pas tout seul. Le virus circule avec l'homme. Si vous restez chez vous, si vous n'avez pas de contact avec qui que ce soit, vous n'attraperez pas le virus. En fait, la difficulté, c'est que là, on parle que des cas graves, des cas qui vont en réanimation. Ça représente 15 à 20% des cas. Mais dans 85% des cas, la forme est simple. On a juste les symptômes dont on parlait. Ça ressemble à une grippe un peu bizarre et ça ne va pas plus loin. Il y a aussi énormément de gens qui peuvent l'avoir sans présenter aucun symptôme. C'est justement de ça, quand même. Et qu'ils véhiculent quand même, qui peuvent le donner, le propager. C'est justement de ça qu'on veut se protéger avec ce confinement qui va durer 2 semaines, voire probablement plus. Depuis hier d'ailleurs, on commence à avoir les autorités de santé qui évoquent un délai plus probablement autour de 6 à 8 semaines. Au moins d'un mois, 1 mois et demi, voire plus. Voire plus, parce qu'on nous a aussi expliqué que la courbe de l'épidémie ne pourrait être infléchie visiblement que mi-mai ou fin mai. Oui, alors, d'abord, le confinement durera
aussi longtemps qu'il sera mal respecté. C'est-à-dire que plus les gens ne vont pas assez respecter le confinement, et c'est malheureusement encore le cas, vous le dites dans votre édition de ce matin, il y a eu des amendes. Moi j'ai vu à Angoulême, où on m'a rapporté par exemple à Soyaux ou dans d'autres communes de ma circonscription, des situations où les gens ne respectent pas le confinement. Donc véritablement, restez chez vous. Quand vous faites des courses pour la semaine, vous les faites seuls, vous n'allez pas en famille avec femmes, enfants, faire les courses à 5 ou 6, ça n'est absolument pas raisonnable. Vous y allez seul, vous faites vos courses, vous essayez de limiter, c'est-à-dire qu'on ne va pas chaque jour faire ses courses pour la journée, on fait les courses pour quelques jours, et on limite au maximum les déplacements. Justement, depuis le début de la semaine, depuis l'entrée en vigueur de ces mesures de confinement, on reçoit énormément de questions, qui sont quasiment autant de cas particuliers. Est-ce que je peux aller dans mon jardin? Est-ce que je peux aller chercher mon chiot à l'animalerie? Est-ce que je peux aller faire les courses avec mon mari? Est-ce que je peux aller couper mon bois? Est-ce que je peux aller voir ma vigne? Est-ce que je peux aller voir mes abeilles? Même si ça semble important individuellement, le message c'est restez chez vous quand même. Si vous avez un petit jardin chez vous, vous pouvez, par ce beau temps, rester dans ce jardin, prendre un peu l'air, ça vous fera du bien. Sinon, véritablement, restez chez vous. Vous pouvez, le président de la République a dit qu'on pouvait maintenir une activité physique, sportive, pour aller courir seul. Alors, si on peut effectivement le faire, mais c'est vraiment tout près de chez vous, à 1-2 km, pas plus, et autant que possible, le limiter et faire des exercices dans sa maison. Ces mesures ont été annoncées lundi soir par le président de la République. Elles sont entrées en vigueur mardi midi. Vous avez été consulté en tant que député, au même titre que vos collègues, avant la décision de l'exécutif? Moi, j'avais été consulté dans le week-end, effectivement. Et en tant que médecin, j'avais plutôt proposé un confinement le plus rapide et le plus fort possible. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. D'accord. Vous préconisiez un confinement donc beaucoup plus strict, qui, sur les échos qu'on commence à avoir, pourrait être mis en place dans les prochaines semaines si la situation ne s'améliore pas et si les Français s'autodisciplinent pas un petit peu plus. Exactement. D'accord. Vous avez aussi longtemps été présenté comme un proche d'Agnès Buzyn, qui est arrivée en pleine actualité dans la semaine en dénonçant le manque d'anticipation du gouvernement. Elle dit qu'elle avait alerté dès le 11 janvier sur la situation en Chine et en disant ça arrivera en France. Elle l'indique qu'on n'a pas pris la pleine mesure de la dangerosité et gravité de cette épidémie. Pour vous, est-ce qu'on a eu du retard à l'allumage en France? Je pense que pas seulement en France, dans le monde entier, on a probablement sous-évalué cette épidémie en parlant de grippette, parce que justement, regardez les 85% de cas qui sont pas graves. Mais force est de constater que c'est grave, qu'il y a des cas très importants qui saturent notre système de soins. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a dit récemment, il l'a expliqué par un très beau schéma. Pour le coup, la France a été très rapidement dans l'action, en rapatriant les Français à l'étranger, en mettant différentes mesures en place, par exemple la réquisition de tous les masques. On est le seul pays au monde à l'avoir fait. Dès le mois de janvier, il y avait des réunions dans les ministères pour le coronavirus. Donc pour le coup, en France, on a pris la mesure assez tôt, justement sur les alertes d'Agnès Buzyn, pour mettre en place toutes les choses, toutes les mesures de confinement. Quand on a eu les premiers clusters, comme on dit, c'est-à-dire ces foyers dans l'Oise ou en Savoie, tout de suite ils ont été confinés. C'est ce qui a permis de ralentir la propagation du virus et à notre système de santé de se préparer au mieux pour faire face à cette guerre sanitaire. Alors, vous évoquez justement l'éventuelle saturation du système de santé. On nous a longtemps parlé de grippette. Qui est le plus malade en fait, le patient ou le système de santé? En Allemagne, autant de cas qu'en France, 13 morts. En France, 372. Alors, sur le cas de l'Allemagne, c'est qu'on arrive trop à saturation en France, trop vite à saturation en France pour sauver les gens? Alors, l'Allemagne, ils ont un peu plus de lits de réanimation, mais je rentrerai pas dans les chiffres parce qu'on s'y perd finalement et on peut leur faire dire un peu tout ce qu'on veut. En réalité, l'Allemagne, ils ont au début testé tout le monde, même les formes mineures. Ce qui fait que mathématiquement, ça fait baisser le taux de gravité, le nombre de décès en proportion, parce qu'ils testaient aussi ceux qui avaient juste des symptômes très simples. Je pense que ça permet en grande partie d'expliquer cette différence, parce que sinon, dans tous les autres pays du monde, le taux de mortalité est globalement le même. D'accord. Est-ce qu'on a été un peu trop insouciant, justement, sur ce discours qu'on a entendu un peu pendant longtemps? C'est à peine une grippette.
je vais pas en mourir, il y a que les personnes âgées qui décèdent. Est-ce que collectivement, Ah, vous savez, c'est comme quand on a été insouciant un c'est peu comme quand il y a en une sortie d'hiver? catastrophe naturelle loin dans le monde. Tant que ça ne nous touche pas directement, tant qu'on n'est pas concerné proprement, on a tendance à sous-évaluer les choses. Quand on a vu que fin février, l'épidémie se propageait et devenait très forte en Italie, on a compris que ça commençait à chauffer aussi et à arriver chez nous. C'est c'est un mal humain, ça. Vous évoquez l'Italie. On peut aussi voir des reportages à la télé ou dans la PQR de cette situation dans le Grand Est, qui est dramatique. Alors, sans être obligatoirement anxiogène, est-ce qu'il faut aussi que dans notre région, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on se prépare à une éventuelle situation analogue à celle du Grand Est? Il faut se préparer à cette situation du Grand Est, des Hauts-de-France, de la région parisienne. On a depuis hier le Lot-et-Garonne qui a été déclaré en France. Jusque-là, on n'avait aucun département de Nouvelle-Aquitaine qui était département à risque. L'épidémie se propage sur tout le territoire et donc il faut s'attendre, et c'est d'ailleurs pour ça que moi par exemple je vais en renfort aux urgences à partir de lundi, à ce que notre système de santé soit mis sous grande tension et que on ait des difficultés. Il va falloir y faire face collectivement pour soigner tout le monde, donc prendre en charge les gens aux urgences. On a ouvert un équivalent de deuxième service des urgences spécial coronavirus à l'hôpital d'Angoulême. On rouvre des lits, on a compté les respirateurs qu'on avait pour créer des lits supplémentaires de réanimation si besoin. Mais pour ça, pour aider tous les soignants qui travaillent admirablement, qui se sont préparés, qui sont prêts à faire cette guerre, vraiment le message c'est restez chez vous. Restez chez vous parce que c'est comme ça que vous nous aiderez à faire face à ce virus, véritablement. Vous parlez du personnel soignant en première ligne, on parle beaucoup de l'hôpital. On a aussi les infirmières libérales, où on commence à avoir énormément de messages de détresse. Je ne suis pas protégé, j'ai des craintes, on m'envoie chez les patients, masque, sans rien, sans gants, on n'a plus de gel ou autre. Hydroalcoolique, oui. Euh, comment, quel message apporter à ces femmes et hommes qui, eux, effectivement, sont sur le terrain, continuent de se déplacer, de travailler, et on a besoin d'eux, évidemment, dans cette crise, mais ils n'ont pas les moyens de l'hôpital derrière eux pour les protéger. Alors, notamment sur ces masques qui, visiblement, ne sont toujours pas à disposition des alors, professionnels. je leur dis que je les comprends complètement et que moi aussi je viens sur le terrain en renfilant la blouse lundi, et que concernant les masques, l'agence régionale de santé d'abord est en train de réceptionner les masques du stock national envoyé par le ministère pour justement en faire la distribution. On a commencé par les territoires où c'était le plus nécessaire, où c'était vraiment la crise la plus grave. Ils sont en train d'être acheminés, et puis en ce moment l'agence contacte les maisons de retraite, les entreprises aussi qui avaient des masques pour répartir au mieux les masques, distribuer à tous les professionnels. Des recommandations du ministère sont sorties pour le nombre de masques à donner à chaque professionnel. Donc c'est en train d'être mis en place. On a eu des grosses difficultés sur les masques parce que jusqu'à présent, il y a encore 10 ans, on avait 1,6 milliard de masques en stock. En fait, ces stocks-là ont été supprimés parce qu'on pensait que si jamais une grave crise sanitaire arriverait, on serait en capacité de produire des masques. Le problème, c'est que c'est la Chine, le pays producteur de masques, qui a été touché en premier par l'épidémie. Et donc, de fait, ça a limité la production de masques. On expliquait même il y a un mois et demi que les masques utilisés à l'époque du SRAS en 2011, fallait surtout pas s'en servir, ça servait à rien, ils étaient périmés. Et aujourd'hui, c'est ceux qu'on utilise et qu'on donne en partie au personnel soignant. En réalité, c'est pas le masque qui était périmé, le sujet de la péremption, c'était l'élastique. Donc en fait, avant de mettre le masque, il faut s'assurer que l'élastique fonctionne bien. Et si il est bien et qu'il du coup maintient en tension le personnage, il n'y a pas de difficulté. D'accord. Cette semaine, le deuxième tour des élections municipales a été reporté. Hier soir, l'installation des nouveaux conseils municipaux élus dimanche dernier a été reportée également. Clairement, fallait-il reporter ce premier tour des élections municipales, sachant que ça a aussi un peu troublé l'opinion publique, à qui on a dit restez chez vous, on ferme les bars et les restaurants, mais venez dans les salles de vote, dans les bureaux de vote. Alors, je comprends qu'il y ait eu un trouble, ça a été l'objet de nombreuses discussions aussi entre parlementaires. Le conseil scientifique auprès du président de la République a décidé a proposé qu'en respectant un certain nombre de mesures barrières et de mesures d'hygiène, on puisse tenir les élections en sécurité.
force est de constater, moi je l'ai vu dans mon bureau de vote, que tout était mis en place, les portes étaient ouvertes, on n'avait rien à toucher. Je suis venu avec mon propre bulletin de vote et en fait finalement je n'ai touché personne. J'ai pris un crayon que j'avais et puis j'ai signé le registre. Finalement, il y avait moins de risques à voter dimanche qu'à faire ses courses encore hier dans certains coins, parce que les gens ne respectent pas les mesures barrières. Je comprends qu'il y ait eu des interrogations. Il nous appartiendra, après, une fois la crise, de faire le point sur tout ce qui s'est passé dans cette période. Je pense que le Parlement aura tout son rôle à jouer justement pour faire le retour d'expérience et le bilan de tout ce qui a été bien fait, de tout ce qui aurait pu être mieux fait. En l'occurrence, je crois que les élections se sont tenues de la bonne façon, avec la sécurité sanitaire qu'il nécessitait, enfin nécessaire. Moi, je regrette à titre personnel qu'on empêche les conseils municipaux de se mettre en place lundi, parce que les conseils municipaux ont été élus et on a besoin justement d'élus mobilisés, notamment dans les municipalités, dans ce contexte de crise. C'est la décision qui a été prise. Dont acte. Énormément de questions là, sur le direct de personnes qui travaillent dans des open space, dans des usines, et qui disent nous on n'est pas confinés, on nous demande d'aller quand même au travail, on n'a pas forcément de gel hydroalcoolique pour se laver les mains, on s'échange des souris, des claviers d'ordinateur, on est plusieurs à taper dessus. Dans le même temps, le gouvernement a quand même demandé à continuer de travailler quand on ne fait pas partie des secteurs qui ont été interdits. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer ces gens qui vont quand même travailler soit dans une usine, soit une caissière dans un supermarché ou un ouvrier dans une entreprise de BTP, même si 2 fédérations ont appelé à l'arrêt du travail? Alors sur le BTP, effectivement, il y a un vrai sujet. Moi, j'ai fait remonter le sujet à Bercy hier, après avoir été alerté par un nombre de chefs d'entreprise. Et des discussions, des concertations sont lancées. Bruno Le Maire l'a annoncé hier. D'abord sur le travail. On a demandé à ce que tout ce qui est possible en télétravail passe en télétravail. Moi, je sais que mes collaborateurs de l'équipe parlementaire sont tous en télétravail, confinés chez eux avec leur matériel. Il faut autant que possible le faire. Après, dans un certain nombre de cas, le télétravail n'est pas possible. Il faut que les entreprises mettent toutes les mesures en place, notamment de distance, notamment de moyens pour se laver les mains. Alors, on parle toujours du gel hydroalcoolique, mais enfin, on oublie juste que de l'eau et du savon, ça peut quand même... Alors, de l'eau chaude. De l'eau chaude et du savon, ça fait très bien son office. Ensuite, pour ce qui est des gants, notamment des gants, je crois que dans chaque entreprise, c'est en train d'arriver les gants. Enfin, moi, j'ai pas eu de retour jusque-là de problème de gants. Il faut que chaque entreprise mette les mesures spécifiques en place. D'accord. Et puis surtout, moi j'ai vu des gens qui demandaient un droit de retrait ou qui demandaient du chômage partiel parce qu'ils avaient peur essentiellement. Alors d'abord plusieurs choses. Quand on a des problèmes de santé, type insuffisance respiratoire, diabète, etc., on a mis en place, et que le télétravail n'est pas possible, on a mis en place un formulaire en ligne sur Internet pour s'auto-arrêter de travail. Parce que justement, les personnes fragiles, il faut les protéger. Après, le chômage partiel, il est fait pour les boîtes qui ne peuvent vraiment plus fonctionner, les bars, les restaurants, certains commerces, je pense aux librairies par exemple, qui sont fermés. Pour elles, il faut du chômage partiel. Pour les autres, il est important que notre économie continue de fonctionner. Muriel Pénicaud prenait l'exemple hier pour faire nos courses d'une bouteille de lait. Une bouteille de lait, il faut l'agriculteur, il faut le transporteur, il faut celui qui va transformer, qui va mettre ça dans une bouteille de lait, et encore le livrer jusqu'au supermarché. Donc il faut que toute cette chaîne puisse fonctionner dans les meilleures conditions pour qu'on puisse continuer de se nourrir. À titre individuel, justement, sur toute cette chaîne, une fois qu'on en sera sorti, à un horizon plus ou moins lointain, vous êtes inquiet sur l'économie de la France ensuite et le fonctionnement de cette économie? Alors, inquiet sur la situation sanitaire et inquiet tout autant sur la situation économique, évidemment. Là, le président de la République a été clair, l'État paiera et on mettra tout en œuvre pour faire en sorte de préserver l'emploi et de préserver nos entreprises. Bruno Le Maire a même parlé hier de nationaliser si nécessaire. Nous verrons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra mettre le paquet après avoir vaincu ce virus. Et puis il faudra aussi réfléchir sur nos modes de vie, parce que mine de rien, ça pose quand même pas mal de questions sur la dépendance à d'autres continents, sur nos modes de fonctionnement et de consommation. Je pense que ça nous permettra de réfléchir et créer
un modèle un peu différent. D'accord. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais vous libérer. Juste une dernière question d'un lecteur. Je vous la donne tout de go. J'ai une fille, Charlotte, dans toute cette ratatouille. Est-ce que je peux l'embrasser quand je rentre à la maison? Alors, si vous restez confiné, enfin, si vous travaillez, Ou si on travaille ou qu'on sort faire ses si courses, vous travaillez, est-ce qu'on peut continuer à avoir les signes d'affection Si- classiques avec ses enfants? alors, si vous travaillez, que vous respectez les mesures barrières, etc., bien sûr, vous pouvez toujours prendre vos enfants dans les bras, les embrasser. Il faut faire attention si vous êtes exposé, évidemment, notamment si vous êtes confiné. Là, par contre, si vous êtes malade et confiné, là, vous limitez tout. Mais en l'absence de symptômes, bien sûr, on peut encore se montrer son affection. Et au contraire, je pense que dans la période de confinement, qui est un peu difficile en ce moment à vivre pour chacun, et on n'en est qu'au début, il est important de se montrer de l'affection les uns les autres et d'appeler aussi ses proches. Contactez vos aînés, notamment. Ok. Merci beaucoup, monsieur le député, et bon courage pour la suite et pour lundi, votre retour La blouse du stéthoscope. en première ligne. Merci. Et merci à nos internautes également.